Chers amis universitaires, c'est pour nous un plaisir d'accueillir une nouvelle fois Jean-Yves Le Gallou au sein de notre université d'été. Nos universitaires fidèles ne nécessitent plus qu'on leur présente Jean-Yves Le Gallou. Sa fidélité à Renaissance catholique les a rendus bien coutumiers de sa biographie. Pour tous les autres, sachez, cher monsieur, que j'ai dû faire face à un sérieux problème. La longue liste de vos engagements et de vos œuvres m'a obligé à faire des choix, prendre des arbitrages pour ne pas trop amputer sur l'heure du déjeuner. Diplômé de Sciences Po en 1969 et de l'ENA en 1974, vous cofondez la même année le Club de l'Horloge, puis l'Association des élus pour la liberté de la culture. Pendant plus de 20 ans, vous exercez différents mandats au sein du Front National. Président de groupe au Conseil régional d'Île-de-France, député européen, vous y êtes le promoteur du concept de préférence nationale et plaidez pour un rapprochement des droites. En 2002, vous quittez la politique des partis pour vous consacrer au combat de la réinformation. Pour ce faire, vous créez en 2003 la fondation Polémia et organisez chaque année la journée d'études de la réinformation et la cérémonie des Bobards d'or. Le tout en maintenant bien sûr une activité soutenue d'écrivains et de conférenciers. Vous étiez donc pour nous, cher Jean-Yves Le Gallou, la personne la plus apte à nous expliquer la grande manipulation de l'opinion mise en place sous couvert du Covid. Merci beaucoup, cher Jean-Pierre Maugendre, de m'accueillir à nouveau pour une université d'été de Renaissance catholique. Merci beaucoup pour votre présentation. Pardon si j'ai un téléphone, mais je suis coupé de toute imprimante depuis plusieurs semaines en raison d'un nomadisme de vacances. Et donc, je vais être obligé de regarder un peu l'aide-mémoire sur l'ordinateur et sur le téléphone. Alors, avant d'essayer de tirer les leçons de ces 18 mois maintenant de délire covidien, je vais d'abord décrire au fond le feuilleton que nous vivons. L'affaire du Covid, c'est un peu une série. Comme il y a des séries à la télévision, sur Netflix, et pratiquement toutes les semaines ou toutes les quinzaines, il y a un nouveau thème qui va occuper tous les médias et par là même tous les esprits. Alors je vais évoquer d'abord chronologiquement, encore une fois avant de tirer un peu de leçons, ces différentes séquences. Alors la première séquence, quand on a commencé à parler du virus apparu en Chine, la première... Ah voilà, ça c'est le problème des ordinateurs, ça s'éteint. Ça, c'est pour sauver l'énergie, c'est sauver la planète quand même, donc il n'y a rien à redire là. La première question a été grande peste ou grippette. Et si vous regardez les principaux médecins médiatiques, Raoult compris d'ailleurs, à un moment ou à un autre, ils ont été sur la thèse grippette ou sur la thèse grande peste. Alors, je vais là être un peu factuel avant, parce que il faut quand même être un peu factuel avant de décrire tout ce qui s'est dit lors de ces différentes séquences. En fait, ce n'est ni une grippette, ni une grande peste. C'est pas une grippette parce que, à minima, pour deux raisons. D'abord, c'est du point de vue létal plus important qu'une grippe, ou en tout cas plus important que la majorité des grippes, sauf les grippes un peu plus fortes qui peuvent survenir tous les 4 ou 5 ans. Et
c'est donc plus létal qu'une simple grippe. Et ce qui est peut-être l'élément le plus troublant, c'est que ce n'est pas saisonnalisé. C'est-à-dire que la grippe, quand même, en gros, c'est novembre, avril ou novembre, mars. Là, apparemment, le virus peut circuler de manière non saisonnalisée. Donc, ce n'est pas une grippette, c'est objectivement un peu plus ennuyeux qu'une grippe. Ce n'est pas non plus une grande peste. Alors, c'est un peu plus qu'une grippette aussi, parce que c'est un élément quand même d'occupation des services hospitaliers, des services de réanimation, comme l'ont d'ailleurs les grippes les plus importantes, ou des séquences dans la presse où on voit les hôpitaux sont saturés par la grippe, les services d'urgence sont dépassés, les services de réanimation sont dépassés. Il y en a eu encore récemment, il y a quelques années, mais ce n'est pas tous les ans. Donc, c'est un peu plus qu'une grippette. Ce n'est pas non plus une grande peste, parce qu'une grande peste, ça pouvait tuer la moitié de la population d'une ville. C'est évidemment pas le cas. Et surtout, les grandes pestes tuaient toute génération confondue. Or, le Covid tue essentiellement des personnes âgées et généralement avec des comorbidités. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, et c'est souvent quelque chose qui peut peiner évidemment les proches, mais ce n'est pas du tout pareil. En gros, le Covid, il ne tue pas d'enfants, sauf de manière, depuis le début de l'épidémie et jusqu'à fin juillet, vous avez eu en France 15 enfants, adolescents compris, 15 personnes de moins de 19 ans. C'est-à-dire que c'est évidemment c'est très, très, très triste pour ces cas-là, bien sûr, mais c'est extrêmement, extrêmement rare, tous ayant d'ailleurs par ailleurs des comorbidités. Et donc, ce n'est pas une grande peste. Alors, quelques chiffres quand même. On était à fin juillet à 110 000 morts attribués au Covid dans les statistiques de Santé publique France. Je dis bien attribués au Covid. Si on prend les chiffres sur lesquels on a un peu d'études statistiques, à fin 2020, je pense qu'on peut extrapoler à fin 2021, mais je prends les chiffres de 2020 parce que c'est là-dessus qu'on a vraiment les statistiques pertinentes. Il y a eu 68 000 morts attribués au Covid. Je dis bien attribués au Covid. Ce n'est pas forcément le Covid qui a tué, mais les gens sont morts avec le Covid. Il y a même eu un cas, c'est un peu anecdotique, mais tout de même assez amusant, si on peut dire, sauf pour le malheureux. Un type est tombé de l'échelle, il s'est tué, il a été testé, il avait le Covid. Il n'est pas mort du Covid, mais bon, il est mort en tombant de l'échelle. Bien. Bon, c'est un peu particulier. Donc, sur ces 68 000 morts, d'abord, vous avez une première 68 000 morts attribués au Covid. Si vous prenez le nombre de morts supplémentaires en 2020 par rapport à 2019, dans les statistiques INSEE, vous avez 55 000 morts supplémentaires. Et donc, il y a déjà un décalage, 68 000 morts attribués au Covid, mais il y a 55 000 morts supplémentaires par rapport à 2019. Sauf que ce n'est pas une comparaison parfaite, tout simplement
parce que la structure démographique change et que, pour le moment, chaque année, il y a un peu plus de personnes vivantes en France, donc susceptibles de mourir, et surtout que les classes d'âge âgées ou très âgées augmentent chaque année. Le nombre des plus de 85 ans augmente, le nombre des 15 à 85 augmente, et le nombre des 65 à 75 augmente. Or, c'est évidemment les bataillons qui sont les plus disponibles pour la moisson de la mort. Et donc, statistiquement, avec ou sans Covid, le nombre de morts va augmenter chaque année, tout simplement pour des raisons de pyramide démographique. C'est comme cela. Et donc, si on corrige, l'INSEE l'a fait, les chiffres de 2020 pour les comparer à 2019 à pyramide démographique, à situation de pyramide démographique équivalente, on n'est pas à 55 000 morts de plus, mais à 45 000, ce qui n'est pas négligeable. Si maintenant on corrige, parce que l'année 2019 était une année à faible mortalité, parce que la mortalité, elle n'est pas équivalente d'une année sur l'autre, si on compare sur les 3 années précédentes, ce qui a été fait par des statisticiens, pas par l'INSEE, mais par d'autres statisticiens, on arrive, si on compare le nombre de morts de 2020 à structure démographique équivalente par rapport à 2019, 2018, 2017, on arrive à 22 000 morts de plus. Donc, incontestablement, il y a un effet Covid, mais cet effet Covid, il n'est pas à hauteur des 110 000 morts dont on nous rabat les oreilles, il est à hauteur de 22 000 morts, principalement, sinon exclusivement, parmi la population âgée ou très âgée. Voilà. Ce qui, quand même, conduit à relativiser les choses. Moi, je dis ça avec une certaine décontraction, je peux le dire, dans la mesure où j'appartiens à la catégorie qui devient exposée, mais exposée, oui, à tout, forcément, au Covid et au reste. Voilà, donc, ça doit permettre quand même de relativiser les choses. On ne peut pas dire que le Covid n'existe pas, qu'il n'a pas un effet sur l'espérance de vie des gens. On ne peut pas dire qu'il n'existe pas parce qu'il a effectivement, c'est sans doute un des sujets assez préoccupants, il a un effet il peut avoir un effet sur la saturation du système hospitalier. Donc, on ne peut pas nier que ça existe. Mais ça n'est absolument pas le monstre dont on nous rabat les oreilles. De toute façon, la mort fait partie de la vie, que ce soit par le Covid ou par un autre moyen. Voilà, donc voilà pour la partie factuelle. Ça existe, mais c'est pas non plus loin s'en faut la peste. Alors maintenant, je vais décrire les différentes séquences. Alors la première séquence, après la séquence en fait grande peste, grippette, ça a été la séquence pangolin. Vous vous souvenez, on a trouvé la source du Covid, c'est le pangolin. Alors ça, c'est une opération formidable de communication, parce que c'est un animal bizarre, sorti du fond des âges, que les Chinois, qui sont quand même pas bien clairs, mangent et vendent sur des marchés pas bien clairs. Et donc, ça s'est répandu comme le choléra, si j'ose dire, sur ce bas monde. Là, le pangolin. Un petit peu, moi je pense que c'est un peu une opération de désinformation, comme il y avait eu, vous savez, avec c'est ancien, les couveuses de Kuwait City. On avait expliqué que heureusement que les Américains étaient intervenus
contre le méchant Saddam Hussein pour défendre le gentil petit Koweït, parce que la soldatesque de Saddam Hussein, en arrivant à Koweït City, avait débranché les couveuses. C'était une opération de pure communication qui avait fort bien marché. Fort bien marché. On justifie une guerre par un mensonge. Vous noterez d'ailleurs que l'immense président Macron, que Dieu le préserve, lumière du monde, phare de l'humanité, l'ordre protecteur de notre santé. C'est une formule rituelle que je vous conseille d'utiliser quand on vous demande le pass sanitaire. Ça complète un peu le pass sanitaire. Donc l'immense président Macron a dit « Nous sommes en guerre ». Et quelle est la première victime de la guerre? C'est la vérité. Et donc là, le pangolin, ça a été formidable pour, en fait, dévier l'attention sur l'origine réelle du virus, ou l'origine possible du virus, à savoir sa sortie du laboratoire de Wuhan, inaugurée quand même, c'est assez hallucinant, par le Premier ministre français, M. Cazeneuve, et le directeur de l'INSERM de l'époque, M. Lévy, le mari de Mme Buzyn. Personnellement, quand j'ai vu les premières photos circuler sur Internet, sur les réseaux sociaux, de Cazeneuve et Buzyn inaugurant le laboratoire de Wuhan, ville d'où est parti le virus, je n'ai pas relayé parce que je disais c'est pas possible. Je n'ai pas relayé immédiatement, après j'ai vérifié, et c'était bien possible. Et donc, dans un premier temps, on vous a dit, il y a en février ou mars 2020, on expliquait qu'évoquer l'hypothèse d'une sortie du virus du laboratoire, c'était complotiste. Or, à partir du moment où le virus circulait, il y avait deux hypothèses. Il y avait l'hypothèse d'une évolution naturelle et l'hypothèse d'une sortie volontaire ou accidentelle du laboratoire. Les deux hypothèses devaient être envisagées et pas dire il y en a une, non, qui est interdite. Et il y avait une hypothèse qui était considérée comme interdite, qui était l'hypothèse dite complotiste. Là, c'est un élément de la diabolisation. Complotiste, vous êtes complotiste et intégriste, ça n'arrange pas votre affaire. Donc, c'est une hypothèse, et la raison consiste à admettre l'hypothèse. De même que pour l'incendie de Notre-Dame, dont d'ailleurs on n'a pas de nouvelles depuis maintenant 2 ans et demi, il y a deux hypothèses, l'hypothèse accidentelle et l'hypothèse criminelle. Ce n'est pas complotiste de dire qu'il y a deux hypothèses. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de publications de scientifiques qui retiennent l'hypothèse d'une sortie du laboratoire. C'est aujourd'hui l'hypothèse la plus probable, pas certaine, mais l'hypothèse la plus probable. Et c'est une hypothèse qui était considérée. Il y a eu plein d'articles des fact-checkers. Fact-checkers, c'est ceux qui rétablissent la vérité. Alors, les fact-checkers, ils sont quand même dans de grands établissements, à l'AFP, au Monde, à Libération, et j'en oublie. Donc, ils avaient rétabli la vérité. C'est complotiste de dire que ça sort du labo. Aujourd'hui, c'est l'hypothèse la plus probable. Exit ce malheureux pangolin qui aurait matière à saisir la 17e chambre correctionnelle pour diffamation. Mais bon, je ne sais pas s'il le fera, enfin, on pourrait lui suggérer. Et donc on verrait Jean-Pierre Maugendre convoqué, et puis le procès d'après, le pangolin portant plainte contre Libération. Voilà, ce serait pas mal. Alors après, on a eu la séance le croque-mort s'adresse à vous à 18h. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le professeur Salomon, qui était le directeur général de la santé,
qui arrivait tous les soirs et qui annonçait le nombre de morts du Covid. Et évidemment, c'était tout à fait impressionnant, d'autant plus qu'on ne rapportait pas le nombre de morts du Covid au nombre de morts pour d'autres causes, nombre de morts attribués au Covid. Il faut savoir qu'en France, en moyenne, il meurt, suivant les saisons, entre 1500 et 2000 personnes par jour. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc, tous les soirs, alors évidemment, ça devient obsessionnel, quoi. Voilà, donc on a eu cette séance-là. On a eu ensuite, avec l'excellente Sibeth Ney dans le rôle titre, la comédie des masques. Puisque vous vous souvenez que les masques que nous sommes obligés de porter aujourd'hui dans beaucoup de lieux, y compris en plein air. Alors, il faut dire qu'il y a des gens qui font du zèle. Moi, j'ai vu des gens porter un masque sur un télésiège. Il y a quand même, remarquez, ça veut dire qu'il fonctionnait, c'est déjà bon. Alors que bien, mais faut pas oublier qu'il y a 16 mois, le masque était interdit parce qu'il était inutile. Et aujourd'hui, il est obligatoire. En fait, je crois que dans les deux cas, il est imparfait, c'est-à-dire qu'il peut laisser passer des virus à l'entrée ou à la sortie, mais il en bloque un certain nombre. Donc effectivement, on peut parfaitement dire ça ne sert à rien parce que ce n'est pas parfait, ou on peut dire c'est obligatoire parce que ça limite quand même la circulation. Bon. Mais souvenez-vous, il y a 16 mois, on vous disait il ne faut pas le porter. C'est interdit, c'est pas civique de le porter, en fait, parce qu'il n'y en avait pas. Voilà, pas compliqué. Ensuite, on a eu une séquence sur l'étude randomisée. On va faire une étude randomisée pour voir l'efficacité de différents médicaments. Et il y avait le grand espoir qu'un antiviral, le Remdesivir, je crois, allait régler tous les problèmes. C'était un produit de Gilead qui avait le grand avantage d'être coûteux. Alors je vais vous dire pourquoi l'avantage d'un médicament d'être coûteux, c'est que si un médicament est coûteux, nouveau, vous avez les moyens de financer une étude randomisée, puisque c'est les laboratoires qui les payent, et les laboratoires n'ont pas d'intérêt à payer une étude randomisée qui coûte cher pour des produits qui sont très bon marché. Voilà. C'est ce qui explique qu'on n'a pas encore d'études randomisées, en tout cas je ne connais pas, il y en a peut-être à l'étranger, sur la chloroquine, dont l'efficacité n'est peut-être pas absolument certaine, ou l'ivermectine. Nous n'avons pas en France d'études randomisées, et donc c'est assez difficile de savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Mais pendant quelques semaines, on nous a dit, il y a l'étude, on attend l'étude, voilà, et une fois qu'on aura l'étude, voilà. Et puis, l'étude n'a pas donné les résultats attendus, puisque le Remdesivir s'est avéré non seulement inutile, mais même nocif, donc on est passé à autre chose. Et puis, on a eu, alors ça c'est assez extraordinaire, on a eu le Lancet, l'étude du Lancet. Alors ça, le Lancet, c'est une grande revue médicale, la principale revue médicale scientifique. Mais il est assez rare qu'une étude scientifique fasse la une de tous les journaux et la une du 20h. Et vous avez une étude du Lancet
qui a été annoncé en une avec le ton qui va bien sur France 2, sur TF1 et tout. Et cette étude, elle expliquait que la chloroquine, ça ne marchait pas. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette étude du Lancet, moi j'ai regardé, enfin je n'ai pas regardé, j'ai dû consacrer un quart d'heure à regarder. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin en tout cas, pas statisticien. En un quart d'heure, j'ai vu que l'étude était bidon. Et cette étude bidon, je vais vous expliquer comment j'ai vu que c'était bidon. Cette étude bidon d'une grande revue scientifique a été publiée d'abord dans une grande revue scientifique, ce qui est tout de même étonnant, et elle a été annoncée en une de tous les journaux, et elle a d'ailleurs permis à M. Véran d'interdire la chloroquine dans les 24 heures. Or, cette étude a été fabriquée à partir de statistiques bidonnées. Il y a d'ailleurs dans les auteurs, c'est absolument hallucinant, quand on remonte la filière de l'étude, on voit qu'il y a une société dans laquelle il y a une call girl. Parce qu'il peut être scientifique par ailleurs, c'est pas incompatible. Faut quand même être bon. Alors, comment j'ai découvert que j'ai découvert, et beaucoup d'autres l'ont fait très vite, peut-être avec d'autres arguments, que cette étude était bidon. C'est que vous aviez l'étude, elle était censée porter sur beaucoup de pays. Et donc, avec des populations différentes, présentant notamment des comorbidités différentes, problèmes cardiaques, problèmes d'obésité, et ayant des origines ethniques, et même, on va employer un gros mot, des origines raciales différentes. Sauf que si vous avez des statistiques américaines, vous allez avoir des statistiques américaines sur les Afro-Américains, les Blancs, les Hispaniques, parce que les Américains font ce type de statistiques. Mais quand vous voyez qu'en France, les gens qui ont sorti l'étude vous publient des statistiques raciales, là vous vous dites, comment ils ont fait ? C'est interdit en France. Et l'étude du Lancet avait les catégories raciales proches des catégories américaines sur la partie française de l'étude. Donc, rien que cela, il y a beaucoup d'autres arguments, rien que cela, d'ailleurs, assez rapidement quand même, en 24 ou 48 heures, tout le monde a reconnu que l'étude du Lancet était bidon. Sauf que les gens ont retenu ce qui a été annoncé en une de tous les journaux, et la chloroquine est toujours interdite aujourd'hui. Honnêtement, je ne suis pas convaincu, je ne crois pas qu'il y ait d'études qui prouvent l'efficacité de ce produit. Bon. Mais en tout cas, l'étude qui prouvait non pas l'efficacité, mais la nocivité du produit, soit dit par parenthèse, la chloroquine, dès que vous allez dans les pays à palu, vous avez pris une forme comparable. Bon, voilà. Mais l'étude était bidonnée. Eh bien, elle a été promue aux 20 heures. Alors ensuite, il y a les bonnes recettes de l'alarmisme médiatique. Alors ça, l'alarmisme médiatique, il joue gagnant à tout coup. Parce que, si vous voulez, il y a tous les jours une foule de chiffres qui tombent. Alors, il y a les chiffres de contamination, les chiffres d'hospitalisation, les chiffres de réanimation, les chiffres de décès. Et donc, ils sont décalés dans le temps. Donc, il y a d'abord, il y a un moment où on vous affole sur les chiffres
de contamination, puis sur les chiffres d'hospitalisation, puis sur les chiffres de réanimation, puis sur les chiffres de décès. On choisit toujours, les médias choisissent toujours le chiffre le plus inquiétant. Et puis, il y a, c'est un peu mathématique, mais il y a le chiffre, il y a la dérivée première, qui est l'augmentation du chiffre par rapport au jour précédent ou à la semaine précédente. Il y a la dérivée seconde, qui est l'augmentation de l'augmentation ou la diminution de l'augmentation. Bon. Et donc, on choisit toujours... Alors, vous voyez, vous avez quand même beaucoup de chiffres possibles, hein, puisque vous avez sur chaque chiffre, ça fait déjà 12 chiffres. Ensuite, vous pouvez régionaliser. Donc, vous allez focaliser sur les Antilles. Bon. Et puis, vous pouvez focaliser aussi sur le monde entier. Alors, le monde entier, c'est formidable. Vous allez annoncer 1000 morts en Inde. C'est terrible. Ben, 1000 morts en Inde, hélas, c'est très peu par rapport à la population indienne. Donc, on choisit toujours le chiffre. Et alors là, vous avez entre le panel régional, le panel international et l'augmentation et le critère contamination ou décès, vous avez toujours un chiffre affolant. Et donc les médias jouent de ça de manière absolument quotidienne. Ensuite, vous avez les cas particuliers. Les cas particuliers. Et par exemple, on va focaliser sur la réanimation, voire le décès de quelqu'un de jeune. Il y en a très peu, mais il y en a. Or, le chef de service hospitalier qui a quelqu'un de jeune en réanimation ou un décès, il va le signaler parce que c'est une anomalie statistique. Une fois qu'il l'a signalé, les médias vont être prévenus et ils vont envoyer faire un reportage. On a d'ailleurs des scènes assez indécentes. On a eu des scènes hospitalières assez indécentes où on voit des gens quand même dans un état fragile qu'on fait parler. Il y a même une scène personnellement que j'ai trouvée, alors là vraiment grave, quoi. On filme un homme âgé à qui le personnel hospitalier dit Papy, vous avez le Covid. Et, non, mais c'est comme ça. Hein. Papy, vous avez le Covid. Le gars, il n'est pas très en forme. Et puis après, on téléphone, on dit voilà, il a tel âge, il a telle comorbidité. Et la réponse, c'est vous débranchez. Alors, ce n'est pas dit exactement comme ça. C'est une scène d'une indécence rare. Mais évidemment, ça fait de l'audience, Coco. Parce que là, il faut bien voir la logique médiatique. Ils font de l'audience et ils servent le politiquement correct. Il faut dire, je vais être un peu cash, hein, ça a permis à tout le monde de faire de l'audience. TV Liberté a touché un public nouveau et s'est développé avec le Covid. Pas sur une ligne politiquement correcte, mais voilà. Et donc, honnêtement, pour les médias, ça a été plutôt bien, quoi. Hein. Alors, les médias, ils font de l'audience et ils font du politiquement correct. Ensuite, on a les modèles affolants. Alors là, il y a eu plusieurs fois, on a annoncé une vague terrible. Pourquoi ? Parce que quand un phénomène se développe, une vague, on va dire, se développe, il y a des taux de croissance élevés. La dérivée première est forte, la dérivée seconde est encore plus forte. Et donc, vous avez des mathématiciens à 2 balles
mais avec des titres scientifiques qui extrapolent. Sauf qu'effectivement, les courbes, elles ne font pas ça. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Les courbes, après, elles s'inversent. Mais il y a eu à plusieurs reprises des annonces. Il y a même eu Véran, une fois, qui est venu accompagné d'une statisticienne, je crois que c'est de l'INSERM ou de l'Institut Pasteur, je crois que c'est de l'INSERM, qui a expliqué qu'on allait avoir 30 000 hospitalisations dans un mois. Et donc, on a affolé avec ce chiffre, et elle expliquait qu'on allait avoir 30 000 hospitalisations, sauf si on fermait tout de suite. En fait, on n'a pas tout fermé, et les hospitalisations ont plafonné à 10 000, c'est-à-dire en dessous des hypothèses, l'hypothèse la plus basse qu'elle envisageait. Mais elle a eu, elle aussi, son heure de gloire et 120 heures. Il y a l'absence de tout esprit critique sur confinons. On a eu des confinements, on a eu des demi-confinements. À ma connaissance, il n'y a pas d'étude globale sur l'efficacité ou non des confinements. C'est d'ailleurs assez difficile parce que chaque pays et même chaque région a ses spécificités, sa densité urbaine, les comorbidités de sa population, l'âge évidemment des populations. On vous dit il y a peu de morts en Afrique. Ben oui, il y a peu de morts en Afrique pour au moins 2 raisons. D'abord, il n'est pas absolument certain que les statistiques soient très fiables. Et la deuxième, c'est que c'est une population jeune. Donc, ce qui serait pertinent quand on compare les pays, ce n'est pas le nombre de morts par habitant, c'est le nombre de morts par habitant, on va dire, de plus de 65 ans. Ça peut être pertinent, voire de plus de 75 ans. Ça, c'est pertinent. Mais par rapport au nombre d'habitants, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais simplement, si on regarde les différents pays, on s'aperçoit que la Suède, qui n'a pas confiné, a 25% de morts de moins par habitant que la France. Donc ça ne prouve pas. En revanche, il y a eu un moment, il y a eu une vague en Suède, parce que les vagues, elles n'arrivent pas tous au même moment. Et donc quand il y a eu la vague suédoise, on a dit, regardez la Suède, ils n'ont pas confiné, et ça explose. Ah oui, ça a monté, puis après, c'est redescendu. Et aujourd'hui, la Suède, c'est un quart de morts par habitant en moins que la France. Et la Suède, contrairement à ce qu'on pense, ils ont une population assez dense, parce qu'effectivement, on dit la Suède, c'est très grand, et ils ne sont que 10 millions. Sauf que la majorité des Suédois, ils vivent dans quelques grandes villes, bon, un peu moins importantes que Paris, c'est vrai, mais ils vivent dans quelques grandes villes. Bon, on a eu aussi le cas aux États-Unis. On a eu le cas des États-Unis à un moment, on a beaucoup focalisé sur les morts aux États-Unis. Les États-Unis ont un peu plus de morts par habitant que la France, mais ils ont aussi plus de comorbidités, notamment d'obésité. Bon. Donc ça peut être une explication. Alors, évidemment, les morts aux États-Unis ont été attribués à Trump. Alors, ce qui est assez pittoresque, c'est qu'en fait, les morts, le nombre de morts le plus important aux États-Unis, c'est dans les États démocrates, et non pas dans les États républicains. Ce n'est pas parce que les républicains sont forcément meilleurs que les démocrates, c'est que simplement les grandes villes avec beaucoup d'obèses ou d'Afro-Américains obèses et d'Afro-Américains obèses, c'est des villes démocrates. C'est la côte Est, c'est la côte Ouest. Donc ça ne prouve pas que les démocrates sont pires. Mais les morts étaient attribués à Trump. Voilà. Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'il y a des États voisins, avec des populations voisines, qui ont confiné ou non confiné.
Et quand vous comparez les résultats, les courbes d'hospitalisation ou de mort de ces États, c'est extrêmement voisin. Si vous avez des États voisins, à structure de population voisine, les uns confinent, les autres ne confinent pas. On voit ça avec le Dakota du Sud, le Dakota du Nord, l'Arizona, etc. Les résultats sont à peu près équivalents. Mais jamais aucun média n'a mis en cause le confinement. Le confinement ou les formes hypocrites de confinement, les couvre-feux, enfin tout ce qu'on a connu. Alors, maintenant, on est, depuis un an, on a dit le vaccin. Le vaccin, c'est la solution. C'est la formule, tous vaccinés, tous protégés. Et Véran avait dit, le jour où 70% de la population est vaccinée, immunité collective, il n'y a plus de problème. Aujourd'hui, 70% de la population est vaccinée et le truc continue de circuler, enfin pas non plus de manière affolante, mais enfin, il continue de circuler. Et donc, là aussi, alors, le vaccin, c'est un sujet assez compliqué, sur lequel il est interdit d'avoir une opinion un peu, on va dire, critique ou différente. Alors, c'est un peu compliqué. Si on fait les choses simplement, si on fait les choses simplement, on peut dire que globalement, il est probable que l'avantage bénéfice-risque soit du côté du vaccin, au-delà de 75 ans, voire 65 ans, voire 60 ans. Bon. Ce qui explique que le président Le Pen, lui, il est pour le vaccin. C'est vrai qu'il est dans une période à risque. Voilà, c'est comme ça. Bon. Donc, on peut penser que le vaccin, il présente des avantages plus grands que les risques, au-delà d'un âge avancé, d'autant plus que les conséquences pour la reproduction sont quand même forcément limitées, quoi. Sauf, messieurs, eh bien, à condition de sortir des clous. Bon. Donc, voilà. En revanche, en dessous de 60 ans, ou de 50 ans, si on veut vraiment, le bénéfice coût-avantage, il n'est pas du côté de l'avantage. Et alors, pour les enfants, pour les enfants, je dis même pour les adolescents, il est clairement du côté de l'inconvénient, puisque, encore une fois, le nombre de cas est extrêmement rare. Il y a d'ailleurs un autre argument en faveur du vaccin, c'est qu'il va éviter les formes graves qui saturent les hôpitaux. Bon. Sauf que, encore une fois, sur les jeunes générations, il n'y a pas de formes graves, ou il y a des formes graves, mais extrêmement rares, et donc qui ne peuvent aucunement saturer. Donc pour le vaccin, on peut considérer que à partir d'un certain âge, ça peut être utile. En dessous d'un certain âge, les inconvénients l'emportent sur les avantages, d'autant plus qu'il y a quand même les inconnus à long terme, qui sont évidemment plus graves pour quelqu'un de 10 ans que pour quelqu'un de 80 ans. Bon. Mais ça, c'est pas permis. Et on sait par ailleurs maintenant que le vaccin n'empêche pas quand même la circulation du virus. Donc l'argument, il faut que les enfants se vaccinent pour éviter de contaminer les adultes, est évidemment irrecevable. Mais ça, c'est un discours qui est extrêmement difficile à tenir. On a d'ailleurs créé une nouvelle catégorie de diabolisés, c'est les antivax. Voilà. Antivax, ça, c'est pas bien. Bon, voilà. Et maintenant, on est dans le pass sanitaire.
qui est devenu quasiment obligatoire, puisque toute activité est quand même conditionnée à un moment ou à un autre au fait de se déplacer, de se nourrir. Et on a ce pass sanitaire qui lui aussi, il est interdit de critiquer, alors qu'encore une fois, le fait d'être vacciné n'empêche pas de pouvoir contaminer. Au mieux, ça évite les formes graves de la maladie. Et donc, on a une propagande absolument massive. Hein, massive. Est-ce qu'on pourrait... Attendez, ouais, s'il vous plaît, on va avancer. Voilà. Alors, je vous ai décrit un peu l'ensemble des séquences. J'en ai sûrement un peu oublié. Je crois qu'on a là, à l'état chimiquement pur, une action de propagande massive. Une action de propagande massive qui s'est développée d'abord par la saturation de l'information. C'est-à-dire que vous branchez une radio, vous branchez une télévision, paf, vous recevez du message Covid. Vous prenez le train, vous recevez du message Covid. Vous allez au restaurant, vous prenez du message Covid. J'ai passé quelques jours là, avec certains de mes petits-enfants dans une chambre d'hôte. Il y avait partout des panneaux « Se protéger du Covid ». Les gens étaient charmants par ailleurs, mais vous recevez ça, quoi. Et c'est très difficile. Je veux dire, quand vous recevez ça tout le temps, vous avez des conversations privées, Covid. Et ça peut tourner à faire Dreyfus en plus. Et donc, il y a une saturation de l'information. D'ailleurs, là, je contribue à la saturation de l'information. Ensuite, vous avez l'argument d'autorité. Le professeur machin. Alors là, on en a vu des profs de médecine. Hein. D'ailleurs, il paraît que dans les études de médecine, ils créent une nouvelle filière, médecin de plateau. Enfin, de plateau de télévision, pas de plateau de chirurgical. Hein. Bon. L'autorité, le professeur, il y avait le professeur Karine Lacombe. Le nombre de sottises qu'elle a pu dire. Et le remdesivir, c'est formidable. Voilà, oui, ça va être la solution. Et non, je ne crois pas du tout que le virus soit sorti du laboratoire. Mais avec... Alors, elle a été quasiment porte-parole officielle du gouvernement. Elle a d'ailleurs été associée à des conférences de presse de Véran. Et alors elle, quand vous voyez la liste de sa déclaration d'intérêt, vous voyez que c'est Big Pharma qui lui beurre les tartines, quoi. Bon, ce qui n'est pas quand même un gage d'indépendance, même si, objectivement, tous les professeurs de médecine sont naturellement en rapport avec les labos, parce que c'est eux qui font quand même les retours d'expérience sur un certain nombre de médicaments. Donc c'est pas totalement scandaleux qu'ils aient des rapports avec les labos, mais il faut quand même savoir que ça peut influencer les choses. Donc vous avez l'argument d'autorité. Vous avez la science. La science, alors la science, ça n'existe pas. La science, c'est le débat. C'est la confrontation. Et une vérité scientifique n'est jamais qu'une vérité provisoire. Et quand on vous dit qu'il y a un consensus, c'est suspect. Parce que c'est pareil pour le climat, par exemple, c'est suspect. Parce que souvent, il y a consensus parce qu'on interdit à ceux qui pensent autrement de s'exprimer. Voilà. Donc, il n'y a pas la science, il y a des opinions scientifiques. D'ailleurs, le vrai scientifique, il a peu de chances de passer à la télévision. Parce que le vrai scientifique, il a le doute. Et ce qui permet de passer à la télévision, c'est d'affirmer. Vous affirmez ceux qu'on voit le plus, c'est souvent ceux qui affirment très fortement dans un sens, puis très fortement dans un autre. Vous avez Blachier, par exemple, qui est une grande gueule médiatique,
il va affirmer oui, Macron a sauvé 100 000 personnes avec ses mesures, et après il va vous dire mais le pass sanitaire ça ne sert à rien. Et dans les deux cas, il accroche la lumière. Alors que s'il dit on ne sait pas trop, ce qui est la réalité en fait. S'il dit on ne sait pas trop, on va dire écoutez, merci, on vous rappellera la prochaine fois, et on ne le rappellera jamais, évidemment. Et donc, les types savent ça quand même. Les types savent ça, et ils sont contents d'être à l'image, quoi. Ils ne doivent pas passer beaucoup de temps en salle d'op, les mecs. Hein. Ils ne doivent pas passer beaucoup de temps avec leurs équipes, parce que malgré tout, une émission de télévision, ça se prépare. Ça se fait pas, bref. Retenez bien une chose sur la télévision, et c'est très symbolique. Les gens que vous voyez sont éclairés et maquillés. Et donc, il y a déjà une tromperie. Je vais vous donner... C'est vrai, là aussi, je vais être un peu direct, c'est vrai aussi des médias alternatifs. Pendant le premier confinement, j'ai continué l'émission Immédiat, mais je l'ai fait en Zoom. Donc, avec un éclairage médiocre, l'absence de studio, l'absence de maquillage. J'ai pris 10 ans. Eh oui. Et donc, si vous voulez, quand je suis revenu en studio, j'ai dit, voilà. Ça, c'est comme ça. Alors, le maquillage a un autre effet, c'est qu'il lisse les traits. Et donc, qu'il aide à dissimuler. Et donc, quand vous voyez quelqu'un à la télévision, sachez qu'il y a toujours ça derrière. Mais c'est normal aussi. Hein, mais voilà. Alors, vous avez la saturation de l'information, vous avez l'autorité, vous avez la science, vous avez l'émotion. C'est-à-dire, on choisit toujours le cas particulier. Voilà. Et si vous dites, oui, mais il n'y a eu que 6 morts parmi les enfants de moins de 10 ans, ce qui est vrai, on va vous dire, oui, mais les parents du petit Léonard, ils ont eu beaucoup de peine. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, tac, on vous attrape par l'émotion. L'émotion est l'émotion du cas particulier. Hein, c'est la formule, je ne sais plus trop à qui elle est attribuée. 1 500 000 morts, un mort, ça m'émeut, 1 500 000, c'est de la statistique. Quoi. Voilà. Bon, et là, on est dans le domaine de l'émotion. On est dans la diabolisation. La diabolisation de ceux qui sont contre et qui contribuent à répandre l'épidémie, les égoïstes qui répandent l'épidémie. Il y a eu, c'est dans l'IB d'aujourd'hui, il y a je vous recommande la une, je pense que c'est votre lecture quotidienne. Tous les matins. La une de l'IB, elle est sur un repenti. La une. Un anti-vax repenti qui dit j'ai été égoïste, c'est très mal, etc. La une de l'IB. Alors, ça, c'est le système soviétique, quoi. Ou chinois, l'autocritique, ou Orwell, le repenti. Voilà. Et donc, il y a pas mal de reportages sur le non-vacciné qui attrape le truc, ça peut arriver. Et donc, on le culpabilise et il fait une repentance collective, comme dans les bons systèmes totalitaires. Et puis, il y a la censure. Alors ça, la censure, elle est terrible. Moi, je peux vous dire, sur TV Liberté, la censure, c'est un sujet qu'on connaît. Bon. Mais le domaine de la censure, il y a une extension permanente du domaine de la censure. Avant, la censure, ça concernait un certain nombre de sujets historiques. Puis ça concernait l'immigration. Puis ça concerne
le mariage des personnes de même sexe, puis ça concerne le climat, et maintenant ça concerne au fond les débats médicaux ou les débats scientifiques. Et au cours, je vous ai dit que ça avait été plutôt une bonne année en termes d'audience pour TV Liberté, mais il y a eu des censures Covid. Et alors, là où c'est assez extraordinaire, la censure Covid, elle est faite par YouTube. YouTube, c'est Google. Et YouTube a 2 pages de recommandations sur le Covid. Ce que vous devez dire, ce que vous ne devez pas dire. Et alors, c'est là que c'est assez extraordinaire. C'est que sur Immédiat, on a été censuré sur le Covid. Simplement pour avoir dit qu'il y avait un décalage entre l'alarmisme médiatique et les chiffres officiels. Donc simplement pour avoir dit qu'il y a un décalage entre les chiffres officiels et la présentation qui en est faite, on a été censuré. Mais les règles de Google sur la censure Covid, Google ne les respecte même pas. Parce que les règles de Google, en gros, vous ne devez pas dire des choses contraires aux autorités gouvernementales, à la position des autorités gouvernementales, et vous ne devez pas dire des choses contraires à l'OMS. Sauf qu'il y a des divergences. Et je vais vous donner 2 exemples, indépendamment des exemples de TV Liberté où ils ont censuré, moi ils m'ont censuré sur ce que je vous ai raconté, mais ils ont aussi censuré une interview de Madame Orion Claude, mais ils ont censuré, Code, oui. Ils ont censuré le gouverneur de Floride, autorité gouvernementale. Non, le gouverneur du Texas, autorité gouvernementale, a organisé une conférence qu'il a filmée avec des scientifiques exprimant des opinions, comme des scientifiques doivent le faire, différentes les uns des autres. C'est une autorité gouvernementale, il donne la parole à des scientifiques, il y a des points de vue différents, il a été censuré. On m'entend mal ? Pardon. Il a été censuré. Or, c'est une autorité gouvernementale, mais qui disait des choses que Google considérait comme contraires à ce qui devait être dit. Deuxièmement, en France, vous pouvez être censuré si vous critiquez la vaccination des enfants. Or, l'OMS, encore aujourd'hui, est contre la vaccination des enfants ou des adolescents, enfin des jeunes générations. Et donc, il y a une contradiction, mais Google censure. Alors, il n'y a pas que Google, d'ailleurs, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a tous les réseaux censurent, ce qui rend les choses extrêmement difficiles. Alors, tout ceci... Attends, il faudrait qu'on avance un peu, puis on reviendra en arrière, parce que je reviendrai sur les... Alors, on peut dire, au-delà de ce phénomène Covid, on assiste en fait à la mise en œuvre d'une stratégie du choc. La stratégie du choc, ça a été théorisé par une Américaine, Campbell, et qui consiste à dire que les grands bouleversements, les grands changements sont possibles quand on crée des chocs dans la population. De même que, si vous voulez, le cours d'une rivière n'est pas le produit d'une évolution lente. Le cours d'une rivière, il est provoqué par les catastrophes, par les inondations. C'est ça qui fait le cours d'une rivière, ou le changement de cours d'une rivière. Et bien de même, la stratégie du choc, c'est ce qui permet de changer la société. Alors, si vous regardez, qui profite de tout cela ? Eh bien, ce sont les GAFA.
Google, Amazon, Facebook, Apple, qui bénéficient de cela parce que les gens passent plus de temps sur leurs écrans, parce que les gens passent plus de temps par des commandes, des livraisons. Et ces grandes entreprises ont considérablement accru leur pouvoir depuis 1 an. Et globalement, les très grandes entreprises s'en sortent mieux que les autres. Et même si vous regardez dans le domaine de la restauration, les grandes chaînes, elles souffrent un peu comme les autres, mais elles souffrent avec patience, parce qu'elles savent qu'à la sortie de la crise, il y aura un certain nombre d'entreprises qui disparaîtront, et qu'ils pourront racheter des emplacements. Et donc les grandes chaînes de distribution, de restauration et tout, ils vont gagner au final à l'affaire. Donc c'est pour ça que les choses ont été acceptées, parce qu'un certain nombre de grands intérêts permettent de développer leur puissance. Je ne dis pas que c'est pour ça, je ne vais pas dire que c'est eux qui ont fabriqué le virus et qui l'ont sorti, hein. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que l'événement a été exploité par les puissants. De même, sur le plan électoral, c'est ce qui a permis la réélection de Biden, notamment en permettant le développement du vote par correspondance. Le vote par correspondance, dont je rappelle qu'il a été supprimé en France en 1976, explicitement pour limiter la fraude électorale, et qui a été généralisé aux États-Unis à l'occasion de l'élection de Biden. Qui en profite? Macron. Macron, il compte sur le Covid. Sa gestion du Covid est une gestion électorale. Et il annoncera les bonnes nouvelles au mois de février ou mars. Et s'il peut, entre-temps, avoir développé le vote électronique ou le vote par correspondance, il ne s'en privera pas. C'est aussi une répétition générale du contrôle social. Parce que le pass sanitaire, au fond, c'est très simple. On pourra l'étendre à d'autres domaines. Et après, il suffit de débrancher tel ou tel individu, et c'est la mort sociale. Ça, c'est quelque chose qu'on voit décrire dans un certain nombre de fictions. Vous n'existez plus. Mais le pass sanitaire, l'extension du pass sanitaire à d'autres domaines permettra ça. C'est le système chinois d'ailleurs. Vous avez des bons points ou des mauvais points. Et à la fin, vous pouvez prendre le train. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Moi, j'ai pu prendre le train hier parce que j'ai été contrôlé à l'entrée par 2 Africains dont je pense qu'ils n'avaient pas le pass sanitaire. En tout cas, ce n'est pas obligatoire pour ce type d'employé, et dont je ne suis pas absolument certain qu'ils avaient un titre de séjour. Voilà où on en est. Bon, enfin, pour le moment, mon pass n'est pas déconnecté, donc ça va. Mais ça peut arriver. Donc, contrôle social. Et puis, on aura, après, ça commence déjà, l'alarmisme climatique. Alors ça, c'est un autre sujet. Y a-t-il réchauffement? C'est une première question, je crois plutôt. Est-il d'origine anthropique? Ça, c'est évidemment beaucoup plus contestable. Mais c'est une manière aussi de contrôle social. Et puis, il y a le grand recette. Le grand recette, c'est la numérisation générale. Et donc, c'est un peu la répétition générale de ce qui va arriver. C'est d'ailleurs un des bons arguments utilisés par les gens qui organisent les manifestations contre le pass sanitaire.
y compris Philippot, pour lequel on a tous été un peu critiques à un moment ou à un autre, mais qui fait plutôt là un combat assez juste, il faut le reconnaître. Alors, est-ce qu'on pourrait remonter un petit peu, s'il vous plaît? Alors, je vais conclure, et vous verrez, je vais conclure par quelque chose d'optimiste. Alors, avant l'optimisme, il y a d'abord un certain nombre de dégâts à constater. Des dégâts en termes de liberté. Nous sommes quand même de plus en plus contraints. Des dégâts en termes de dignité. Je pense que les interdictions, il y a eu quelque chose d'absolument abominable l'an dernier. Quelqu'un qui devait rendre visite à son père mourant, qui a été bloqué à l'île de Ré. Et il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés dans l'impossibilité d'être auprès de leurs proches au moment du passage. Ça, c'est grave. Un certain nombre de cérémonies funéraires à la sauvette. Et de manière totalement injustifiée. J'ai vu un enterrement à Saint-Roch. Saint-Roch, il y a de l'espace. 1500 personnes, une grande voûte, 35 personnes, limitées à 35 personnes, qui étaient d'ailleurs concentrées dans une chapelle. Absurdité, quoi. Les problèmes de liberté, de dignité religieuse. Bon. Il y a eu tous ces sujets de restriction des libertés et, encore une fois, des atteintes à la dignité. Et puis, il y a le développement des enfants. Un an d'écran. Je ne sais pas comment les petits-enfants peuvent se développer en voyant des gens masqués. Et donc, ça, on mesure mal encore l'effet à long terme, mais c'est considérable. Enfin, c'est potentiellement considérable. Il y a ensuite l'effet sur les naissances. Je vous ai parlé du nombre de morts. Les statistiques de naissance de l'INSEE ont montré un décrochage dans 9 mois après le confinement. Évidemment, il n'y a pas eu, comme les gens l'imaginent un peu naïvement, un développement des naissances 9 mois après le confinement. Non, 9 mois après le confinement, il y a eu 10 000 naissances de moins. Dans les 2 mois qui ont suivi, il y a eu moins de naissances. Et puis, on est revenu au niveau antérieur. Donc, on n'a pas rattrapé. Et je pense, alors ça je ne peux pas vous le dire parce que la statistique sur juillet, ça correspond à la reprise des mesures, 9 mois après, des mesures de restriction de l'automne. Et les statistiques, elles vont sortir demain ou après-demain, donc je ne les ai pas, mais je pense qu'on va avoir à nouveau une chute dans les 9 mois qui vont suivre les 6 mois qu'on a suivis. Et donc, il y a une chute des naissances. Alors, ce que je n'ai pas, c'est, parce que les statistiques, c'est difficile d'accéder aux données brutes, c'est de savoir si ça touche également toutes les populations ou si ça touche principalement les populations européennes, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une chute des naissances dans un pays qui ne se renouvelle pas. En tout cas, dont les Européens sont loin de se renouveler. Donc voilà, ça c'est quand même une série de dégâts. Mais est-ce que vous avez vu un seul article sur l'effet sur les naissances? S'il y en a eu un moment en disant sur le mode Gaudriol, les naissances vont se développer, voilà. Bon, mais sur les chiffres, aucun chiffre. Voilà. Il faut aller chercher, sur l'INSEE, voilà. Et encore une fois, on n'a pas de détails précis, mais on a les chiffres. Voilà. Alors, je vais terminer par le côté... vous allez aller vers la fin, s'il vous plaît.
Je vais terminer par quelques côtés positifs. Bon, d'abord, ça contribue malgré tout, ça montre la puissance de la propagande médiatique, et en même temps, comme dirait l'immense président Macron, que Dieu nous le garde, lumière du monde, phare de l'humanité. Il y a une certaine ruine de la crédibilité médiatique, ou plus exactement, les catégories qui successivement découvrent le mensonge médiatique s'étendent. Dans les catégories qu'ont découvert avant les autres les mensonges médiatiques, il y a eu évidemment les gens qui luttaient contre l'immigration. Il y a eu les catholiques de tradition, que je ne devrais appeler que catholiques d'ailleurs, je pense, normalement, voilà. Il y a eu ensuite les gens, ça va au-delà de cette catégorie, qui ont participé aux manifs pour tous. Il y a eu les gilets jaunes. Et il y a maintenant les gens qui s'opposent au vaccin obligatoire ou au pass sanitaire. Donc les catégories de population qui s'aperçoivent que les médias mentent augmentent. Et d'ailleurs, objectivement, la crédibilité des médias en France ne cesse de baisser depuis 20 ans. Et c'est une des crédibilités les plus basses par rapport aux pays voisins. Il faut dire d'ailleurs que même si l'Angleterre, même si l'Allemagne sont très conformistes, on découvre dans leur presse, notamment dans la presse britannique, et aussi dans la presse allemande, des choses qu'on ne découvre pas dans la presse française. Ne serait-ce que parce que la presse britannique comme la presse allemande ont des médias qui ne dépendent que de leurs lecteurs. C'est-à-dire il y a des journaux qui ont 2 millions de lecteurs, donc voilà, il faut qu'ils satisfassent. En France, évidemment, Libération, avec ses 60 000 lecteurs, il ne va pas être très dépendant de ses lecteurs. Hein. Bon. Et donc, ça c'est un des bons côtés, la critique des médias. Je crois que le côté le plus important pour l'avenir, c'est la ruine du crédit des juges. Des juges, là je ne parle pas des juges forcément judiciaires, je parle des juges constitutionnels et des juges du Conseil d'État. On nous dit depuis 40 ans, c'est l'état de droit. Ils défendent les libertés. Et au nom de la défense des libertés, eh bien, aucune loi sur l'immigration ou aucune loi sécuritaire n'a pu passer en étant efficace parce qu'elle était censurée par les juges constitutionnels ou censurée dans son application par le Conseil d'État, au nom de la défense des libertés. Et qu'ont fait les juges constitutionnels, qu'a fait le Conseil d'État depuis 1 an et demi? Ils n'ont aucunement protégé les libertés. Ils ont validé la quasi-totalité, à deux, trois rares exceptions près, la quasi-totalité des mesures liberticides du gouvernement. Pourquoi? En disant, écoutez, il y a 2 principes. Il y a le droit à la santé et il y a la liberté, mais le gouvernement a pris des mesures proportionnelles, donc on les valide. Une des rares mesures qu'ils ont censurées, c'est une mesure qui visait à limiter le regroupement familial. C'est-à-dire qu'au moment du confinement, où vous n'aviez pas le droit de sortir de chez vous, un immigré pouvait continuer à faire venir quelqu'un d'un pays étranger, puisque la mesure qui limitait ce regroupement familial a été cassée par, en l'occurrence, le Conseil d'État. Mais ils ont donc montré qu'ils ne défendaient pas les libertés. Et par conséquent, et qu'au nom de l'urgence sanitaire, eh bien,
on pouvait laisser de côté les libertés, et pas les libertés de quelques-uns, les libertés de tous. Par conséquent, ils ont perdu leur argument fort de défenseurs des libertés. Ils ne peuvent plus prétendre défendre des libertés, et je pense que cela légitime que le pouvoir du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État soit remis en cause, et que les lois en matière d'immigration notamment échappent, ou en matière de sécurité, échappent à la censure du Conseil constitutionnel, échappent à la censure du Conseil d'État, dont il faut revoir les pouvoirs. Et j'attire votre attention sur le fait que dans l'élection présidentielle à venir, c'est ça le critère déterminant. Ce n'est pas les paroles en l'air que pourront donner tel ou tel candidat ou candidate. Le vrai sujet clivant par rapport aux questions identitaires, par rapport aux questions, et les questions identitaires sont évidemment considérables quand ils rendent 400 000 étrangers chaque année, le vrai critère clivant, c'est de savoir qui veut briser le pouvoir du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, parce que si ce n'est pas fait, quelqu'un qui va vous dire « je veux réduire l'immigration, mais je ne toucherai pas au Conseil constitutionnel, je ne toucherai pas au Conseil d'État », il ne fera rien. C'est ça le vrai sujet. Et le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État étaient protégés jusqu'ici par le fait « nous défendons les libertés ». Ils ont montré que ce n'était pas le cas. Et je crois que tout ce qu'on nous a raconté depuis 40 ans sur l'état de droit est un mensonge. Ce qu'on appelle l'état de droit, c'est une dictature judiciaire. La dictature judiciaire, elle se montre tous les jours, en vous convoquant au correctionnel notamment. Et donc, il faut briser le pouvoir des juges. Et de ce point de vue-là, l'attitude des juges dans la crise sanitaire a permis d'éclairer les choses et de les priver de leur argument essentiel, de l'argument essentiel de leur pouvoir. Voilà, comme quoi, eh bien, finalement, le diable peut aussi porter pierre. Tout est grâce. Voilà. Merci, cher monsieur, pour ce magistral exposé. Malheureusement, le nombre de questions est inversement proportionnel au temps que l'on pourra y consacrer. Donc, je les ai regroupés en 3 grands thèmes. Exactement. Mais comme on est dans un événement privé, dans un lieu privé, on ne va pas s'embêter. Que pensez-vous de l'acharnement à vouloir vacciner systématiquement toute la population, du plus jeune au plus vieux ? Croyez-vous réellement qu'il y ait aujourd'hui 70% de vaccinés en France ? Alors, honnêtement, j'ai cité ce chiffre. Je ne l'ai pas vérifié. Disons qu'il me paraît assez vraisemblable. Alors, l'acharnement à vouloir vacciner les plus jeunes est effectivement suspect, parce que les plus jeunes, ça n'a aucun avantage pour eux. Il y a, indépendamment des inconvénients immédiats, il y a malgré tout des incertitudes pour l'avenir. Donc, pourquoi vacciner les plus jeunes ? Est-ce que ça a des avantages pour les autres ? À mon avis, très faible, puisque on sait maintenant qu'on peut être vacciné et être contaminé et contaminant, donc ça doit être aussi valable pour les plus jeunes. Donc, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas non plus d'argument. Les plus jeunes, ils ne vont pas encombrer les services de réanimation. Donc, objectivement, c'est très difficile de justifier la vaccination des moins de 50 ans sans comorbidité et a fortiori des moins de 20 ans. Alors pourquoi veulent-ils le faire ?
Il y a l'explication par les intérêts de la pharmacie, il y a l'explication par la volonté de contrôle social. Je ne vois pas d'autres explications. Il y a la volonté d'affirmer le pouvoir de l'État sur les enfants. C'est de ce point de vue-là un peu à corréler avec l'interdiction de l'école à la maison. Je ne pense pas qu'il y ait d'arguments sanitaires recevables. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'arguments sanitaires recevables, il y a d'autres arguments. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres... On va passer. Deuxième grand type de question. Pourquoi est-ce que l'ensemble des pays dans le monde a joué le jeu, à votre avis, même des gouvernements réputés un peu plus libres par rapport aux mass médias, comme peuvent l'être par exemple la Russie ou même le Kazakhstan? Ouais. Alors ça, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas de réponse. Voilà. C'est un sujet sur lequel je n'ai pas de réponse. La Russie gère de manière plus libérale le Covid quand même que la France. Hein. Honnêtement, si vous traitez l'échelon des libertés, la Russie et la France, il y a beaucoup plus de liberté en Russie qu'en France. Sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Hein. Alors évidemment, c'est un peu surprenant pour ceux d'entre nous qui ont connu le communisme, voire la lutte contre le communisme, mais aujourd'hui, il y a plus de liberté en Russie qu'en France. Pardon, il y a plus de liberté en Russie qu'en France. Ce qui est, si vous prenez l'exemple de la Hongrie, ils ont à la fois été assez restrictifs en termes de liberté. Il y a même eu des campagnes contre l'atteinte aux libertés en Hongrie quand même, sur le Covid, alors que bon, ils ont pris... Il y a eu des atteintes aux libertés, mais pas plus graves que chez nous, en tout cas. Et ils ont un taux de mort important. Et maintenant, vous avez l'Australie, avec un nombre de cas dérisoire, qui prend des mesures délirantes. Alors, c'est vrai que c'est assez bizarre. Je crois quand même qu'on assiste à un contrôle mondial de l'opinion. Et que les chefs d'État, même de pays, les chefs d'État élus sur des lignes un peu dissidentes, ont quand même subi une pression terrifiante de l'ensemble du système. C'est le cas de Trump, c'est le cas de Bolsonaro, voilà. Mais je n'ai pas d'explication complète, si ce n'est qu'il y a effectivement un phénomène d'opinion mondiale qui pèse sur tous les gouvernements, y compris ceux qui sont relativement dissidents. Très bien. Il est malheureusement temps de s'arrêter. Paradoxalement, un des gouvernements les plus dissidents a été le gouvernement suédois. Oui. C'est assez étrange. Donc on finira par une anecdote. Un de nos auditeurs, qui préfère rester anonyme, suggère à Jean-Pierre de changer son nom de plume en signant désormais ses articles par Jean Pangolin. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou. Vous restez à la disposition de nos auditeurs pour dédicacer vos livres. Jusqu'après le déjeuner. Voilà. Merci infiniment. Alors nous allons bien sûr opérer un petit décalage. On va faire une pause là. Donc notre prochaine conférence aura lieu à 11h30. Je vous renvoie 2 ouvrages de Jean-Yves Le Gallou sur des sujets tout à fait différents qui m'ont tout à fait passionné. L'invasion de l'Europe, les chiffres du grand remplacement. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est une étude pays par pays. C'est-à-dire que pays par pays, Jean-Yves Le Gallou analyse la manière dont sont gérés les problèmes d'immigration. Et puis également un petit manuel de lutte contre la diabolisation, extrêmement pratique, extrêmement clair, et puis alors surtout avec cette règle, j'ai apprécié, nous cherchons avec nos imperfections à la vivre, voilà, on ne dit pas de mal du voisin, voilà, on ne critique pas le voisin, chacun a son originalité, mais dans le combat global que nous avons à mener, voilà, on ne critique pas le voisin. C'est le principal enseignement que j'ai tiré de ce petit document. Le plus difficile à faire appliquer. Le plus difficile à faire appliquer et à vivre.